Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin, une fois de plus, sur les antennes de For You Média Africa, dans le cadre de votre émission. On remet l'actu de ce 19 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Le sujet du jour nous conduit au Mali et en Côte d'Ivoire, notamment après 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Laurent Gbagbo joue-t-il la carte de l'apaisement? On en parlera tout au long de cette émission avec notre consultant permanent, Monsieur Noubissi Wafo. On en parlera également avec vous, Kouichou. Bonjour. Bonjour Anto, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs, bonjour bien sûr à tous nos internautes et auditeurs à l'instant donc qui prennent le coach de l'émission avec nous. Bienvenue une fois de plus. Voilà, bienvenue. Merci. Bonjour Koumabité. Bonjour Emamoto, bonjour à nos chers téléspectateurs qui sont déjà des milliers à s'abonner tous les jours de lundi à vendredi dans le cadre de notre émission On remue l'actualité. Voilà, avec toi, on aura l'info du jour. Tu nous amèneras dans quelle capitale? Bien évidemment, on va faire un tour en Antananarivo. Il s'agit bien évidemment de la capitale de Madagascar, où le président a donc... parce que je préfère voilà, limogé donc son ministre des Affaires étrangères. Il s'agit bien évidemment du ministre des Affaires étrangères Richard Rentréamandrao. Voilà donc c'est l'homme fort de Madagascar qui a été donc limogé, le ministre des Affaires étrangères. On aura donc la quintessence de ces informations au cours de cette émission. Voilà, on aura la quintessence de cette information au cours de cette émission. À présent, l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous ai dit, nous conduit au Mali et en Côte d'Ivoire, notamment à faire 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Laurent Gbagbo joue-t-il la carte de l'apaisement? Eh bien, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a demandé lundi 17 octobre au chef de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, de faire la preuve de sa fraternité d'armes avec les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet dernier. Il faut demander au président Assimi Goïta de penser à sa fraternité d'armes avec ceux qui sont en prison là-bas, que certains appellent des soldats et d'autres des mercenaires, a-t-il déclaré à marge d'une cérémonie célébrant le premier anniversaire de sa formation politique, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Il a également lancé un appel au président togolais Faure Gnassingbé, qui joue le rôle de médiateur entre la Côte d'Ivoire et le Mali, le priant de redoubler d'efforts. Il a annoncé que son parti allait bientôt envoyer des délégations en Guinée, au Burkina Faso et au Mali, 3 pays où des militaires ont pris le pouvoir après avoir perpétré des coups d'État. Laurent Gbagbo a cependant rappelé que les soldats avaient été envoyés au Mali par la Côte d'Ivoire et selon lui, c'est celui qui envoie qui a la plus grande responsabilité si cela tourne au vinaigre. Abidjan et l'ONU affirment que les soldats ivoiriens arrêtés devraient participer à la sécurité du contingent allemand des casques bleus au Mali, mais les autorités maliennes les ont à présent comme des mercenaires venus attenter à la sûreté de l'État. Au début d'octobre, le président ivoirien Alassane Ouattara s'était montré optimiste quant à l'issue de ce conflit diplomatique. D'autant qu'à la base, les soldats étaient 49 et qu'à l'issue de premières négociations, 3 d'entre eux, des femmes, ont été libérés et sont rentrés à Abidjan. Les discussions ont ensuite été poursuivies, mais des zones d'ombre sont apparues après que le temps ait encore monté entre Bamako et Abidjan sur la question. Pour l'heure, certains estiment que les pourparlers sont sur de bons rails, mais d'autres, par contre, restent sceptiques. On écoute ce reportage concocté par la rédaction de For You Média Africa et on revient. De la cérémonie de célébration du premier anniversaire de sa formation politique le 17 octobre 2022, le PPA Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo a demandé au colonel Assimi Goïta de penser à sa fraternité d'armes envers les 46 soldats détenus à Bamako depuis plus de 3 mois. Il faut demander à Assimi Goïta, c'est comme ça qu'on appelle au président Assimi Goïta, de penser à sa fraternité d'armes avec ceux qui sont
Le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025 a aussi appelé le président togolais Faure Gnassingbé, par ailleurs médiateur de cette crise, à redoubler d'efforts. Le leader du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a cependant rappelé que les soldats ivoiriens avaient été envoyés au Mali par la Côte d'Ivoire et selon lui, c'est celui qui envoie qui a la plus grande responsabilité si cela tourne au vinaigre. Le 7 octobre dernier, lors de la visite du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, qui préside actuellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara avait indiqué que les choses allaient de bon train. Après plus de 3 mois passés, les mêmes Ivoiriens sont toujours détenus au Mali. La Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies avaient affirmé que les soldats ivoiriens arrêtés devaient participer à la sécurité du contingent allemand des casques bleus au Mali, mais les autorités maliennes les avaient présentés comme les mercenaires venus à attenter à la sécurité de l'État. L'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, a annoncé que son parti allait bientôt envoyer les délégations en Guinée, au Burkina Faso et au Mali, où les militaires ont pris le pouvoir. Merci à la rédaction centrale de For You Media d'avoir concocté ce reportage pour nous. Je me retourne vers vous, Koumabité. Quel est le regard que vous portez sur cette interpellation de Laurent Gbagbo à l'endroit du président Assimi Goïta au sujet de ces 46 soldats ivoiriens toujours en détention à Bamako? Eh bien, Imamito, simplement ce matin, je vais dire au peuple ivoirien de faire confiance à ce monsieur, ce monsieur qui a notamment beaucoup œuvré pour que la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle est aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment de Ouattara. On parle quand même de quelque chose qui, à un moment donné, qu'on pense pouvoir négliger. Et il s'agit là de 46 soldats ivoiriens qui sont détenus du côté du Mali. Et là, quand on parle de détention, on parle quand même de l'avis du gouvernement, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a accepté, qui a donné l'accord et qui a demandé à ce que ces militaires partent de la Côte d'Ivoire pour le Mali. Ça voudrait dire qu'on appelle généralement ça dans le corps de l'année une mission. Et une mission ne peut être exécutée que si le gouvernement a accepté. Ça voudrait simplement dire que ces soldats ivoiriens ne sont pas arrivés là-bas ex nihilo. Voilà, ça voudrait simplement dire que c'est le président ivoirien qui a demandé à ce que ces soldats arrivent de ce côté-là. Et si ils sont condamnés, s'ils sont arrêtés, il est membre de sa responsabilité de pouvoir les libérer. Mais jusqu'aujourd'hui, 3 mois passés, les soldats sont toujours incarcérés et lui, il n'a jamais dit non parce que là, il faut le dire parce que c'est à lui qui est comme la toute responsabilité, la grande responsabilité de tout ça, parce que c'est lui qui décide d'envoyer les soldats. Mais jusqu'aujourd'hui, 3 mois passés, il n'a jamais réagi, il n'a jamais apporté un brin de solution, même si on va dire qu'il a quand même discuté avec Monsieur Embalo, mais il faut comprendre ici que c'est pas Monsieur Embalo qui va aller plaider à sa place. Non, loin de là. Monsieur Embalo, il est médiateur, ça oui, on le sait, mais c'est pas lui qui devrait peut-être. Le président, oui, tout à fait, c'est lui qui a l'exercice de la CEDEAO. Certains présidents africains, notamment de la Gambie, oui, bref, de l'Afrique de l'Ouest, tout à fait. Le souci en fait, c'est que vous savez, Assimi Goïta n'a pas besoin des médiateurs. Pour ça, il faut le dire. Il a besoin du responsable. Le responsable, c'est-à-dire celui qui a pris sur lui la responsabilité d'envoyer ses soldats là-bas. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui doit repartir, voir son homologue et lui dire que mon frère, comme tu vois là, voilà la situation, s'il te plaît, oui, j'ai merdé, mais s'il te plaît, je demande les excuses et je souhaite que tu libères mes hommes. Aussi simple que ça, je pense que s'il le fait, le président, quand même, Assimi Goïta, n'a pas quand même eu un cœur de pierre et il ne peut pas quand même dire non. Et étant donné que c'est quand même un grand frère, c'est un aîné qui est arrivé chez lui, il ne peut pas quand même rester sans réagir. Donc c'est pour dire que moi je continue toujours à dire ça, que à un moment donné c'est l'ego, c'est un peu ça que le président ivoirien actuellement en exercice, excusez-moi, mais j'ai un peu comme l'impression que c'est comme s'il s'en fout du peuple à un moment donné. Alors s'il s'en fout du peuple, alors que c'est le peuple qui l'a mis là, donc il faut qu'il réfléchisse encore mieux et qu'il essaie de trouver la solution, parce que vous voyez, c'est l'ex-président qui vient prendre les devants. Ça veut dire
j'aimerais poser la question, est-ce qu'il lui-même il est incapable? Il sera candidat à la prochaine élection présidentielle, notamment en 2025. De toutes les façons, en attendant 2025, nous sommes encore en 2022. Peut-être la théorie de la soustraction pourrait peut-être... Et Laurent Gbagbo, il demande à Foy Asimbe, qui est le médiateur de cette histoire, de cette affaire des 46 soldats, de doubler d'efforts sur la médiation. C'est simplement pour comprendre. Vous savez, le langage, il est tellement explicite que seuls peut-être les idiots ne pourront pas comprendre. Parce que quand il dit il faut multiplier la médiation, ça veut simplement dire que à un moment donné, le Mali est en train de durcir. Pourquoi le Mali est en train de durcir? Le Mali est en train de durcir simplement parce que le Mali a besoin de la tête, c'est-à-dire le meilleur du président de l'Assemblée. Lui-même, c'est lui-même qui doit être là. Et non les médiateurs. Il n'a pas besoin d'un médiateur. Il a besoin de lui qu'il l'appelle par téléphone. Je pense que ça peut se régler. Qu'il appelle son frère et qu'il lui dise que bon, mon frère, voilà la situation. Mais qu'il arrête un peu cette affaire-là où il va prendre le suivi. Mais on sait que peut-être qu'il est sous l'autorité de la France, mais il faut quand même comprendre ici qu'il reste africain. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que je dis toujours dans nos émissions ici, que ce qui a fait en sorte que l'Afrique ne soit jamais unie, ou alors qu'on ne pense jamais qu'il va exister à un moment donné les États-Unis d'Afrique, une synergie, parce qu'à un moment donné, il y a les hypocrites et il y a les malhonnêtes. Moi, je continue à le dire. Il y a les présidents qui ne pensent à eux. Oui, donc c'est un peu ça. Parce que là, à un moment donné, tu penses à toi, puisque tu ne penses pas à ton peuple, alors que c'est grâce au peuple que tu es là, mais tu penses à toi-même. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème. Il y a un problème, certainement. Koumabité, je me retourne vers vous, Kouéchou. Quel est le regard que vous avez, quel est le regard que vous portez à cette interpellation de Laurent Gbagbo à l'endroit du président Assimi Goïta au sujet de ces 46 soldats ivoiriens toujours en détention à Bamako? Alors moi je vois premièrement en cela un geste d'humilité et donc de grandeur d'un grand homme qui a connu le meilleur et le pire dans le jeu politique et qui sait ô combien il est important parfois de faire des concessions et de voir au devant les enjeux de tout un peuple ou alors de la majorité et de faire taire son ego. Voilà. Donc aujourd'hui, il voit clairement Alassane Ouattara, l'actuel président, faire blocus simplement parce qu'il y a une question d'ego, ne pas vouloir aller vers le jeune Assimi Goïta du Mali pour essayer de s'asseoir autour d'une table et discuter clairement. Et voilà, il prend simplement le taureau par les cornes et se met au devant quant à dire toutes les parties. Notamment, il évoque le médiateur Foy Asimbe, de redoubler d'efforts, de ne pas laisser tomber cette histoire qui finalement ne sera pas enterrée tant que la Côte d'Ivoire ne fera pas palpe figure. Et il prend sur lui d'une certaine manière de montrer l'exemple à Alassane Ouattara quant à dire celui qui a envoyé les soldats. Je pense d'ailleurs que cette sortie elle est fort significative quant à dire celui qui a envoyé les soldats, ou alors dans les deux parties, celle des parties qui a envoyé les soldats doit être la plus active si finalement il y a un problème qui survient. C'est clairement une façon de reconnaître que la balle est dans le camp de la Côte d'Ivoire dans cette histoire et qu'il est important, voire nécessaire pour la Côte d'Ivoire de faire simplement un geste d'humilité, de simplicité, de diplomatie que d'aller vers le voisin malien qui finalement, dans son mutisme ou dans son calme, joue clairement bien son rôle. Que de rester et d'attendre, que de dire voilà, c'est toi qui es en tort dans la situation, moi je n'envoie plus d'invectives que ce soit, je reste tranquille. Quand tu te sentiras prêt à venir négocier, je suis totalement ouvert à toutes les discussions. Et surtout que Assimi Goïta a montré qu'il est totalement ouvert en libérant ces trois femmes. En libérant déjà ces trois femmes, j'ai joué ma partition et maintenant j'attends de mon voisin, frère, d'agir comme tel. D'ailleurs, c'est ça la fraternité africaine. On le dit, c'est autour d'une table avec du bon vin de palme ou de raffia. De la cola. Mais on n'arrivera jamais à un consensus dans cette histoire tant que les deux principaux protagonistes n'auront pas la volonté de s'asseoir autour d'une table et de faire taire ce problème. En l'occurrence,
des deux parties aujourd'hui, je dirais que c'est on ne peut plus clair que c'est la Côte d'Ivoire. Qui est encore en train de traîner le pas parce que comptant sur le soutien de ces organisations internationales, notamment l'ONU, avec la sortie d'Antonio Guterres, qui tient le même argument que ces soldats ne sont pas des mercenaires. C'est un peu louche en fait. Voilà. Et quand vous avez le soutien de quelqu'un que vous estimez être un grand frère avec un certain poids, vous vous sentez vous également monter un ego démesuré et vous vous sentez libre de faire tout ce que vous pourrez faire sans en récolter les conséquences. Donc je crois qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara devrait simplement prendre exemple sur cette sortie de Laurent Gbagbo, bien qu'on va forcément voir aussi en cela le fait qu'il y a les élections de 2025 qui se positionnent. Mais je pense simplement qu'il a eu la sortie de quelqu'un qui effectivement se voit déjà au sommet de l'État et qui montre quelle décision il aurait pris lui s'il était dans cette position. Donc, je pense que ça interpelle davantage Alassane Ouattara qui s'y fait montre d'humilité, de simplicité et de volonté à mettre la paix et de rétablir également le bonheur dans ces familles qui aujourd'hui sont des plus meurtries. Fera taire son ego et ira simplement vers le Mali. Voilà, effectivement, on aura l'avis de notre analyste permanent, M. Noumbissi Wafo. Ce sera tout à l'heure. À présent, je me retourne vers vous, Koumabité, pour l'info du jour de ce jour. Eh bien, Emamoto, une fois de plus, merci. L'info de ce jour nous conduit, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, à Madagascar, dans la capitale Antananarivo, voilà, où le ministre malgache des Affaires étrangères a été donc démis de ses fonctions ce mardi. Il avait décidé tout seul de condamner l'annexion russe en Ukraine, sans demander l'avis du président et du gouvernement. Le vote de Madagascar la semaine dernière à l'Organisation des Nations Unies condamnant l'annexion de 4 régions ukrainienne a surpris la communauté internationale. Pourquoi la grande île aurait changé d'avis alors qu'elle affichait sa neutralité, refusant de condamner l'invasion russe au début de la guerre? Ça, c'est un point d'interrogation que le gouvernement malgache ou alors les internautes malgaches posent. Donc l'explication elle est donc toute simple. Le ministre Richard Randriamandrato, voilà, chef de la diplomatie malgache, a donc décidé tout seul de donner cette consigne de vote au personnel donc diplomatique présent au siège des Nations Unies à New York, sans en référer au président de la République ni même au Conseil des ministres. Après une semaine de flottement, la sanction est tombée hier dans l'après-midi. Limogeage, plusieurs médias malgaches donc avancent aujourd'hui une raison à cette attitude du ministre. Il serait pu offrir un poste plus intéressant dans une organisation internationale en charge de ce vote. Le ministre de la Défense va donc assurer l'intérim en attendant que le président malgache prenne donc une résolution définitive. Emamoto. Il faut rappeler que c'était le 12 octobre dernier, l'Assemblée générale de l'ONU avait rejeté cette annexion illégale des 4 régions ukrainiennes, voilà. Et puis 26 pays africains même avaient voté en faveur de la décision de l'Assemblée générale de l'ONU. 19 pays s'étaient abstenus, notamment le Mali, la République centrafricaine, l'Éthiopie, la République du Congo, l'Afrique du Sud, le Soudan, l'Ouganda, le Zimbabwe, et puis 3 de ces pays avaient accueilli le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, lors de sa tournée dans la région en juillet. Le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Sao Tomé étaient absents lorsque cette décision avait été prise par l'Assemblée générale de l'ONU. Et il faut simplement comprendre ici, on a un petit problème avec parfois nos dirigeants. C'est ce qu'on veut faire comprendre en fait à nos frères africains, à nos frères panafricanistes qui sont de par le monde en fait. Parce que vous ne pouvez pas avoir un gouvernement qui prend les décisions et vous n'êtes qu'un ministre. C'est-à-dire que vous allez à l'encontre des décisions du gouvernement. Ça montre combien de fois à un moment donné ces personnes-là parfois veulent même la place du président. Parce que là il faut le dire, parce qu'on ne peut pas vous donner des recommandations et vous les lisez. Non, c'est un problème. C'est un problème.
problème encore plus que Madagascar a des intérêts, notamment politiques, géopolitiques, stratégiques, même avec la Russie. Mais attendez, le ministre des Affaires étrangères, c'est un peu bizarre à un moment donné. Parfois, on demande souvent aux gens de réfléchir avant d'agir, mais j'ai comme l'impression que lui, il a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il a agi, après il a réfléchi. On se pose des questions comme quand il prend une telle décision, attendez, c'est quand même la Russie. Là, ce n'est pas la France, c'est la Russie. Quand on parle de la Russie, c'est 10 fois la France. Mais il fallait voter. Oui, mais il fallait voter. À un moment donné, ce qu'on appelle le jeu politique. C'est-à-dire que je soutiens celui qui me soutient. Alors, si Madagascar est soutenu par la Russie, pourquoi je devrais voter contre la Russie? Ça, c'est ce qui a valu son poste aujourd'hui. Je suis sûr qu'il est là où il est présentement, il est dans les regrets. De toutes les façons, en tout cas... ne pas oublier qu'à la fin d'ailleurs de vos propos, vous avez précisé qu'il y a une suspicion de ce qu'il a une proposition de poste dans une organisation internationale et qui justifierait le fait qu'il ait fait ce vote-là. C'est justement ça. C'est justement ça. Peut-être qu'il se réconfortera donc avec ce poste-là. Attendons voir. Il voulait la Libye assez concrète pour... Vous savez comment cette affaire fonctionne, la politique? C'est-à-dire que on vous nourrit d'espoir, puisque c'est ce qui s'est passé avec l'assassinat de Thomas Sankara. C'est-à-dire que Blaise Compaoré, quand on lui demande, quand on lui dit non, on veut la tête de ce monsieur, oui, mais il est là, il se place, il fait des beaux discours. Entre-temps, il sait très bien que dans l'ombre, on est en train de séquestrer Thomas Sankara, on est en train de le massacrer, mais au même moment, il est en train de faire les discours. C'est-à-dire que ce sont des trucs après on va vous demander des comptes, parce que c'est un peu comme si on vous mettait sur une balance et puis on vous dit vous choisissez votre pays ou alors on vous donne un poste. Donc il a préféré prendre le poste et laisser son pays. Voilà, un geste de trahison certainement. Je n'ai pas voulu l'utiliser. Quand tu es sans consulter le chef d'État. C'est une trahison aussi. Une forte tête d'ailleurs, on se souvient pendant la période de coronavirus, lui qui avait initié ce sirop-là, qui était produit localement et c'était attirer les fonds de ces organisations internationales, dont notamment l'OMS et même l'ONU qui avait fait une sortie estimant que voilà, c'était prématuré, que ça n'avait pas reçu l'accréditation, la sermentation des grandes organisations pour se prévaloir d'être un remède trouvé contre le coronavirus. Et voilà, il avait quand même tenu tête, preuve de ce que le président malgache, donc face à ces instances internationales, ne fléchit pas. Et ça a certainement été considéré comme un geste de trahison. Tout à fait. Un poignard dans le dos. De voir son ministre aller voter à sa place. Sous la pression. Voilà. Et une question peut-être si effectivement il est avéré que c'est un poste qui lui a été proposé. Est-ce que ce n'était pas une manière aussi finalement d'essayer déjà d'envoyer des flèches contre le président en représailles de ces attitudes un peu condescendantes à l'endroit de ces organisations-là? C'est ce qu'on va dire. On reste avec vous, Frichou, pour les unes du jour avant de rejoindre M. Noubissi Wafo, notre consultant permanent. C'est tout de suite. Sans transition. Sans transition, les unes du jour, on s'intéresse à ce qui se passe du côté du Cameroun. On va donc ouvrir le bal de nos grandes unes du jour avec un sujet santé notamment. On parlera santé donc à l'entame de notre rendez-vous des grandes unes avec le quotidien Mutation qui s'intéresse donc à une enquête dans l'extrême nord du Cameroun et évoque ce problème sanitaire qui bat son plein au Cameroun, c'est-à-dire le choléra. Le choléra en immersion donc à l'extrême nord. Le journal qui rappelle qu'on est déjà après le 10 décès et 188 cas enregistrés donc dans le Grand Nord Cameroun, dans 3 districts de santé notamment de cette région. Vous avez la possibilité dans cet article d'avoir le point un peu de l'expansion de cette maladie pandémique qui tend donc à toucher le Cameroun actuellement et particulièrement
dans la région de l'extrême nord, dans le grand septentrion donc du Cameroun. À la suite du quotidien Mutation, on s'intéresse cette fois-ci à Éco-Santé, un autre quotidien, tout en évoquant encore des questions de santé, ça va de soi. L'inauguration de l'hôpital général de Garoua, on est encore dans le septentrion du Cameroun, une actualité qui fait énormément parler. Paul Biya offre donc des soins de qualité au septentrion. A été inauguré lundi dernier par le Premier ministre à charge du gouvernement, représentant du personnel du président de la République du Cameroun, Paul Biya, le docteur Joseph Diongouté, qui a donc prescrit à l'équipe conduite par l'actuel directeur donc de ce centre hospitalier, le docteur Bello Figeng, directeur donc par intérim, d'exercer sa tâche avec passion, afin que les patients puissent bénéficier d'un service approprié. Un centre hospitalier de haut point, voilà, produit donc de la coopération entre le Cameroun et la Corée du Sud, qui se démarque parmi les nombreux petits centres qu'on connaissait jusqu'ici, donc dans le Grand Nord Cameroun, qui étaient assez, les patients qui étaient assez dépendants des centres hospitaliers dans les principales villes que sont Douala et Yaoundé, qui pourront donc désormais se tourner vers cet hôpital, l'hôpital général de Garoua, qui est également un hôpital qui, on l'espère, pourra aider les pays voisins, notamment dans le Grand Septentrion, c'est-à-dire le Tchad, à pouvoir gérer des problèmes de santé. On sort du Cameroun et on s'intéresse cette fois-ci à l'actualité du côté du Togo avec le site internet Togo First. Après avoir on revient notamment sur cet article, le Togo qui réitère son objectif, le compact, le MCC. De quoi il est question après avoir bénéficié notamment du programme Threshold en cours d'implémentation. Le Togo, donc de Fort Gnassingbé, continue à se positionner pour pouvoir décrocher le compact, c'est-à-dire le plus important mécanisme d'appui de la Millennium Challenge Corporation, en abrégé donc MCC américaine. Le chef de l'État togolais qui déjà s'était entretenu la semaine dernière, c'est exactement le 13 octobre à Washington avec Madame Alice Albright, la directrice exécutive de cette association. Une rencontre qui a donc permis de passer en revue l'état d'avancement de ce partenariat entre le Togo et cette haute structure. La suite, ou alors pour plus d'informations, direction Togo First. Une autre direction qu'on prend cette fois-ci, c'est pour la Côte d'Ivoire avec Abidjan.net. Un sujet société notamment, Marie-Thérèse Oufouette-Boigny, élevée au rang de grand officier de l'ordre national. Oufouette-Boigny comme l'ancien président ivoirien, donc premier président de la Côte d'Ivoire, Madame Marie-Thérèse Oufouette-Boigny, qui n'est donc nulle autre que la femme de l'ancien président, a été faite grand officier de l'ordre national par la grande chancellerie de l'ordre national de Côte d'Ivoire. C'était hier, 18 octobre, au siège de l'institution à Abidjan, précisément Cocody. Et voilà, la grande chancelière Henriette Diabaté d'Agri a notamment expliqué le symbole de la grande chancellerie qui, selon elle, symbolise simplement les valeurs de la nation que tous les Ivoiriens recherchent. Un article à lire dans Abidjan.net. Et on va sortir de notre revue des grandes unes en Afrique centrale avec notamment le Tchad. Le PCIMA renforce les capacités de son personnel, c'est à lire dans Al-Huda Info, programme national de prévention et de prise en charge intégré donc de la malnutrition, qui organise un atelier de renforcement des capacités techniques en faveur de son personnel. Et cet atelier de 2 jours qui se tient notamment à Bakara permettra au personnel d'être renforcé en capacité technique afin de prévenir et prendre normalement en charge
charge les cas de malnutrition qui sont enregistrés globalement dans tout le pays du côté du Tchad. Et sur ce, on met enfin une fin à cette revue des unes africaines encore de ce jour. Merci Kouetchou, j'ai été marquée par une information. Laquelle? Une initiative très salutaire de la part du gouvernement camerounais, mettre sur pied un hôpital général du côté de la ville de Garoua. C'est vraiment salutaire. Enfin, les populations seront reconfortées, n'ont plus à se retrouver dans les villes Douala, Yaoundé. Ils ont désormais un hôpital général. Oui, le tout n'est pas d'avoir un hôpital, mais maintenant de pouvoir mettre des infrastructures là-dedans. Aussi, c'est à encourager les déjà. Infrastructures, il y en a. Oui. C'est quand même un centre hospitalier de première catégorie qui rivalise avec les hôpitaux généraux tant de Douala que de Yaoundé, qui sont considérés comme les références au Cameroun pour le traitement des maladies des plus sérieuses. De toutes les façons, c'est à encourager. Hein. C'est un coup de chapeau quand même au ministre de la Santé publique. Il s'agit bien évidemment de Manaouda Malachi qui fait un travail quand même formidable de ce côté-là. Mais il faut aussi rappeler qu'il faut beaucoup plus mettre les médecins à disposition parce que, vous savez, il peut avoir la main sur le cœur, c'est-à-dire donner ce genre d'infrastructure dans certaines villes, mais à un moment donné, les médecins parce que la plupart des médecins, ils vont travailler en ville parce qu'ils se disent que, bon, dans les zones enclavées, c'est beaucoup plus risqué, tout ce qui va avec. Donc, s'ils ont décidé de prendre cette initiative, on espère qu'il y a assez de personnel qui vont assurer la santé de toutes ces populations. Surtout que ça permettra de réduire les évacuations sanitaires. Effectivement. Parce que pour quitter du Grand Nord, pour rejoindre les principaux il y en a qui mourraient en cours de chemin, n'étant pas forcément capables de prendre l'avion pour allier. Bravo au Cameroun en tout cas. Il y a un enjeu sous-régional. Voilà. Tout à fait. Bravo au Cameroun, bravo au ministre. Voilà, la réalisation nous fait signe qu'on a notre consultant, M. Noubissi Wafo, en ligne. Bonjour, M. Noubissi Wafo. Merci, bonjour, Madame Mouto. Bonjour à tous ceux qui t'entourent en studio. Bonjour aux techniciens. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de Soyeux Média. J'espère que vous allez bien ce matin, M. Noubissi Wafo. C'est un plaisir de vous recevoir. Non, je vais assez bien rassurer vous. En tout cas, je suis prêt à apporter ma contribution, comme chaque matin, au débat panafricain. Merci. Monsieur Noubissi Wafo, aujourd'hui, on s'intéresse à la Côte d'Ivoire et le Mali, notamment l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Laurent Gbagbo appelle, invite Assimi Goïta à faire preuve de fraternité d'armes. Comment est-ce que vous portez, quelle est la portée que vous avez et face à cette interpellation de Laurent Gbagbo au colonel Assimi Goïta au sujet de ces 46 soldats ivoiriens toujours en détention à Bamako? Bon, c'est une interpellation qui va pas faire un grand effet. Vous savez, Laurent Gbagbo a beau être un ancien chef d'État, il n'est pas aux manettes de l'exécutif ivoirien. Donc son intervention ne peut être qu'une intervention de la périphérie. Il faut quand même préciser que la classe politique ivoirienne, ou certaines personnes qui font partie de la classe politique ivoirienne, ont sollicité que M. Gbagbo, Laurent Gbagbo, intervienne directement dans la médiation, qu'il soit impliqué personnellement dans la médiation qui vise la libération des 46 soldats. Ces personnes qui ont demandé cela, évidemment, il y a Laurent Gbagbo lui-même qui s'est proposé, et il y a l'ancien chef rebelle, devenu leader politique, Diom Soro, qui a également proposé Laurent Gbagbo. Bon, il faut quand même relever que Laurent Gbagbo, pourquoi est-ce qu'on propose qu'il intervienne? Parce que, évidemment, Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest, et même partant en Afrique dans son ensemble. On connaît le capital sympathie que les panafricanistes lui accordent, que ce soit dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest ou ailleurs. On sait que c'est une image, il a une image
qui contraste un tout petit peu avec l'image de son successeur relativement à ses rapports avec le panafricanisme, ou si vous voulez, avec les causes panafricanistes. Donc, parce qu'il est quand même Gbagbo avec cette position et cette image-là. Parce qu'il est Gbagbo comme ancien chef d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise quand même la géopolitique de la sous-région. Son implication pourrait quand même contribuer à faire bouger les lignes. Et vous savez, il est intervenu, je crois, il y a quelques jours, à l'occasion de l'anniversaire du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, et il a effectivement parlé de cette question. Cette question, Gbagbo l'a relevée, comporte quand même des zones d'ombre. Je crois qu'on ne va pas revenir sur toutes ces zones d'ombre, parce que nous avons largement parlé de ça, mais il a quand même évoqué qu'il y avait des zones d'ombre. Et la résolution de ce problème-là passe par l'âge, on va dire ça comme ça, de ces zones d'ombre. Parce qu'il faut déjà savoir si les 46 personnes qui sont détenues, parce que d'un côté, du côté de la Côte d'Ivoire, on dit que ce sont des soldats, du côté du Mali, on les qualifie de mercenaires. Il faut quand même déjà savoir si ces gens-là, pourquoi est-ce que ces gens-là ont été envoyés au Mali? Parce que là-dessus, toute la vérité n'est pas dite. Ils sont allés au Mali, pourquoi faire? Là aussi, dessus, toute la vérité n'est pas dite. Ils y allaient pour une de temps. Là, la vérité n'est pas dite. Et ça, c'est des questions qui ont été posées par Laurent Gbagbo, qui par la suite a dit que si la situation venait à dégénérer, eh bien, celui qui a porté la responsabilité majeure de la situation serait effectivement celui qui a envoyé ces soldats-là dans ces conditions-là au Mali. Et évidemment, celui qui a envoyé ces soldats-là, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Mais il a aussi ajouté, parce que lui, il estimait qu'il y avait vous savez, l'opposition ivoirienne est même allée jusqu'à demander qu'une enquête parlementaire soit commise à cet effet, à l'effet de faire la lumière sur cette affaire des soldats, qu'une enquête parlementaire soit donc commise, ce qui est jusqu'ici par rapport le cas. Et bien, si on demande qu'une enquête parlementaire soit initiée, c'est précisément parce que cette affaire ne livre pas toutes ses vérités. Elle ne livre pas toutes ses vérités. Mais là, parce qu'on est encore dans la logique de campagne, parce que Gbagbo est dans la logique de campagne, afin de peut-être proposer des solutions appropriées, il a dit qu'il enverrait dans les prochains jours une boule d'émission dans les 3 pays qui sont dirigés aujourd'hui par les militaires, à savoir la Guinée, Conakry, le Burkina Faso et surtout le Mali. Parce qu'il est question, comme il a dit lui-même, d'écouter ceux qui disent que ce sont des mercenaires et d'écouter les raisons pour lesquelles ils disent que ce sont des mercenaires, d'écouter ceux qui disent que ce sont des soldats et d'écouter pourquoi est-ce qu'ils disent que ce sont des soldats. Toujours est-il que même au niveau de l'origine de ces 46 personnes qui sont pour le moment détenues au Mali, qui sont accusées d'avoir voulu attaquer la sécurité intérieure de l'État malien, il n'y a que leur origine ne fait pas toujours l'humanité. L'unanimité, je veux dire. Parce que du côté du Mali, on dit que ces gens-là ne sont pas que des Ivoiriens. On dit qu'il y aurait des personnes d'autres nationalités dans le bataillon. Du côté de la Côte d'Ivoire, on précise qu'il ne s'agit que des soldats ivoiriens. Toujours est-il que la Côte d'Ivoire n'a jusqu'ici pas publié, c'est vrai qu'on parle de publier une liste là-dessus, dans le prochain jour, mais toujours est-il que jusqu'ici, la Côte d'Ivoire n'a pas publié une liste qui virait à rassurer les populations de Côte d'Ivoire, l'opinion nationale ivoirienne et internationale, sur les origines réelles des personnes qui sont au Mali. Évidemment, il y a une liste, on soupçonne d'ailleurs que c'est le pouvoir valide qui leur a fait circuler cette liste-là sur les réseaux sociaux, qui indique clairement que parmi ces personnes-là, il y a des gens de nationalité
de nationalité autre que la nationalité ivoirienne. Toujours est-il qu'il faut reconnaître qu'il y a aujourd'hui des blocages et Laurent Gbagbo voudrait apporter sa contribution à la résolution de ce problème. Mais est-ce qu'il sera suivi? Est-ce qu'il sera appuyé en cela par Alassane Ouattara? C'est clair que ce n'est pas évident parce que quand on voit quand même ce qui s'est passé avec Micheli Malais il y a quelque temps, après qu'elle avait rencontré des autorités au Mali et qu'on l'a soupçonné d'avoir parlé de cette question-là, quand on voit ce qu'il arrive, même quand elle est revenue à Côte d'Ivoire, elle a été simplement arrêtée et jetée en prison. Après ce qui lui est arrivé, on se dit quand même que l'initiative que veut engager d'abord aille sans problème, ou que ce soit bien perçu par le pouvoir ivoirien. Donc, ce qui est clair, c'est que parce que ça peut apporter un certain crédit politique, parce que ça peut apporter des bénéfices politiques à Gbagbo, qui était un rival politique direct à Alassane Ouattara, il est clair qu'il pourrait ne pas voir d'un bon oeil que celui-là intervienne comme il cherche à faire sur cette question-là. Donc voilà pour le moment la lecture que nous pouvons faire de la proposition faite par Gbagbo. Oui. C'est une proposition qui peut contribuer à déclencher. Alors, si vous voulez apporter une solution à ce problème qui commence quand même à durer, ça fait quand même 3 mois que ces personnes-là sont incarcérées du côté du Mali. Il y a eu des médiations au niveau de la sous-région qui n'ont pas donné grand-chose, même si avec l'appui de force, on a quand même pu libérer 3 personnes. Justement, M. Nombissi Wafo, est-ce que vous pensez que la voie de la diplomatie reste le seul moyen pouvant conduire à la décrispation des tensions entre Abidjan et Bamako? Mais pour le moment, je pense que c'est la voie qu'il faut privilégier. Parce que si vous n'optez pas pour la voie diplomatique, vous optez pour une autre voie qui est la voie de la force, c'est-à-dire la voie militaire. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'en arriver là. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'en arriver là. Je pense pour ma part qu'on va continuer à scruter, ou alors si vous voulez, à tenter le chemin de la diplomatie jusqu'à ce que ce problème soit définitivement résolu. Et vous savez, l'État malien ou les autorités maliennes posent un certain nombre de conditions. Ils posent un certain nombre de conditions. Vous savez que le problème lui-même avait été saisi par un qui n'était pas du tout, ce n'était pas très acceptable à l'autorité ivoirienne dès le départ, qui avait cette autorité-là, qui parlait avec le professionnel, avec un peu de mépris, avec un peu de rencontre, c'est même quelque chose du chantage. Peut-être ça avait contribué à faire forcer la situation. On est encore là, dans les discussions. Je pense que les gens vont de plus en plus mettre le cadeau dans leur bras pour que la situation se décline et pour qu'on arrive au dénouement heureux de cette affaire. Voilà. Donc, pour moi, la voie diplomatique, c'est la voie qu'il peut pour le moment privilégier. Parce que c'est la voie qui ferait le moins de dégâts possible. Voilà. Monsieur Nombissi Wafo, pour sortir, faut-il s'attendre à ce que le président Assimi Goïta se montre réceptif face à cette interpellation de Laurent Gbagbo? J'ai pas très bien suivi la question. Faut-il s'attendre à ce que le président Assimi Goïta soit réceptif face à cette interpellation de Laurent Gbagbo? Bon, c'est une interpellation. Moi, je pense que l'interpellation est tellement distante que je doute que ça va être fait. Mais je pense que pour être plus efficace, Laurent Gbagbo aurait été utilisé à travers une implication directe dans la résolution du problème, c'est-à-dire qu'il soit personnellement utilisé pour aller rencontrer l'autorité malienne, discuter avec elle et trouver une solution. Je crois que si cela s'était passé comme ça, il va de sorte que le pouvoir malien aurait été un tout petit peu plus réceptif. Mais tant
malienne qui continuent à penser qu'ils sont aujourd'hui qui continuent à penser qu'ils sont dans leur rue et que d'abord la police doit demander des excuses et éviter de continuer à servir de base arrière à des opposants politiques qui utilisent le seul Ivoirien pour essayer d'agiter l'opinion politique malienne. Donc voilà ce que je pense. Je crois que ça va passer un effet aussi important. Cette annonce, d'abord, cette proposition d'abord, ça va passer un effet aussi important que s'il avait été lui, personnellement utilisé, directement impliqué dans les négociations. Merci, M. Numbisi Wafo, pour cette magnifique analyse. On aura le plaisir de vous retrouver demain pour vos analyses quotidiennes. Passez une excellente journée. Merci à vous, Mme Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Au revoir et à demain. Merci. À présent, on s'intéresse au flash d'information en langue anglaise et en langue française, présenté par Die Futso et Ngalei Bokia. C'est tout de suite. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce point d'information en langue française sur For You Télévision. Nous démarrons donc du côté de la République centrafricaine. Le ministre directeur de cabinet Ernest Mada a donc présidé le 17 octobre 2022 une réunion relative au suivi des recommandations du Premier ministre. Au cours de cette assise, il a fait savoir qu'une mission du Fonds monétaire international sera à Bangui, la capitale centrafricaine, dans un proche avenir pour, je cite, l'encadrement de la loi sur la crypto-monnaie. Au Mali, le chef de la mission onusienne a donc réclamé mardi dernier au Conseil de sécurité les moyens nécessaires pour assurer son mandat dans un pays où la situation sécuritaire reste volatile dans plusieurs régions et où ses actions subissent des restrictions. Cette réclamation intervient alors que 4 nouveaux casques bleus ont donc été tués lundi dernier par un engin explosif improvisé. Nous sommes en Côte d'Ivoire à présent. L'épouse de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, a été faite grande officier de l'ordre national le mardi 18 octobre 2022 au siège de l'institution à Abidjan, Cocody. À cette occasion, la grande chancelière Henriette Diabaté a donc expliqué le symbole de la grande chancellerie. Et selon elle, cette décoration symbolise les valeurs de la nation recherchées par tous les Ivoiriens. Nous restons en Côte d'Ivoire pour parler du secrétaire général du Parti des peuples africains qui a donc annoncé le lundi 17 octobre 2022 à l'occasion de la formation politique que Laurent Gbagbo est donc le candidat naturel de ce nouveau parti à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. C'était donc à l'occasion de la célébration de l'an 1 du parti politique. C'est la fin, mesdames et messieurs. En remue l'actu se poursuit. Ladies and gentlemen, without transition, let's open with Africa Financial Summit in London, where the President of the Republic Democratic of Congo, Felix Antoine Tshisekedi, main guest of the honor, spoke on investment in Africa in the DRC. He also returned to the mining, forestry and energy potential of the African continent, as well as the Democratic Republic of Congo. In his capacity as the main speaker at this summit, the Congolese head of state took the opportunity to urge businessmen not to hesitate about major investment in different sectors. I could not dwell more on the potential that Africa abounds in and the role that it claims to be, particularly in terms of the advent of this economy with net zero carbon emissions, without mentioning my country, the DRC, urged President Tshisekedi. From Tshisekedi up next to Ramaphosa, we are now in South Africa. The President Cyril Ramaphosa said Tuesday that his government supports without hesitation the self-proclaimed Sahrawi Arab Republic in Western Sahara.
The Polisario Front, supported by Algeria, wants an independent state in Western Sahara, a vast desert area that Morocco considers part of its own territory. We are concerned about the continuous silence in the world regarding the struggle for self-determination of the people of Western Sahara, Ramaphosa said during a visit to Pretoria by Polisario Front leader Brahim Ghali. In Tunisia, thousands of people demonstrated Tuesday in Zarzid, a city in southeastern Tunisia paralyzed by a general strike to demand an intensified search for the bodies of Tunisian migrants who disappeared at sea a month ago, according to a media source. The civil servant and spokespeople of this coastal city of about 75,000 inhabitants observed a general strike at the call of a local trade union demanding an investigation into the speak rate and the procedures for the search and burial of the remains found. Between 3,000 and 4,000 demonstrators, including the families of 12 missing migrants, gathered on the main avenue of Zarzid, according to observers. Now finally, we go to Ivory Coast to talk about national order and recognition. Thérèse Houphouët-Boigny made grand official. First Lady Dominique Ouattara took part in a decoration ceremony of the former First Lady, Mrs. Thérèse Houphouët-Boigny, wife of the President Félix Houphouët-Boigny, on Tuesday, October 18, 2022. The decoration ceremony took place at the Grand Sanctuary in Cocody in the presence of former President Henry Konan Bédié, former First Lady Simone Héivette Gbagbo, and several other personalities. Note that this decoration took place on the anniversary of the birth of President Félix Houphouët-Boigny, alongside whom the President of Daya International spent decades of her life. On that, we put a close to this edition of the News Brief over For You Television. J Photo, my name. Keep watching On Remue l'Actu. Merci à Ngale Boukia et Jay Fotso pour ce flash d'informations en langue anglaise et en langue française. Je me retourne vers vous, Kwechu, pour l'image du jour. Alors, l'image du jour, elle a été puisée un peu dans l'ordre du fait divers, mais un fait divers qui fait énormément bouger sur les réseaux sociaux dans de nombreux sites panafricanistes et qui certainement nous fera énormément bavarder aussi ici aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme congolaise, un documentaire qui a été tourné donc dans l'est du Congo, une Congolaise qui est mariée à 2 hommes et qui affirme qu'elle est amoureuse des 2. Et dans ce reportage qui fait le tour des réseaux sociaux, on a également l'intervention de ces 2 maris, on va dire ça comme ça. Alors, Francine Gisélé, qui vit donc avec 2 maris, Rémi Mouroula et Albert Jalassé. Voilà. Média. Il y a d'ailleurs la version vidéo, je vous assure, qui fait le tour des réseaux. À ça, l'image, on est... Donc, compagnon. Alors, selon l'histoire, ils vivent dans la même maison. Les 2 hommes témoignent d'être heureux dans cette situation et de partager donc le lit de cette jeune femme. Je crois qu'on peut voir quand même un couple heureux dans cette image. Et la question que ça a soulevée sur les réseaux sociaux, particulièrement dans le reste de l'Afrique dite Bantou, au sud du Sahara, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un peu l'essence même de la question de la polygamie, parce qu'on parle là de polyandrie quand même. Voilà. Voilà, elle n'est pas légalisée, mais que de voir 2 hommes bantous. J'essaye de garder mon sérieux. Ça, c'est voilà, d'être avec leur dulcinée et d'être heureux, et ben ça suscite des interrogations. Est-ce que elle n'est pas féministe, hein, contrairement à ces femmes dites occidentalisées africaines, dites femmes fortes et évoluées, qui voudraient toujours imposer leur choix à leur mari au prétexte qu'elles ont fait de grandes études. Voilà une femme qui vit donc simplement dans un village dans l'est du Congo et qui a trouvé ces 2 hommes.
qui sont heureux dans leur ménage. Et la question, hein, peut-être que soulève cette image ou ces images, c'est de savoir, est-ce que l'Afrique, ou vous messieurs, vous m'habitez particulièrement, je vais commencer avec vous, est-ce que l'homme bantou finalement, dans son orgueil, lui qui est plutôt habitué à avoir plusieurs femmes, puisque la polygamie serait aujourd'hui dans une sorte d'ouverture d'esprit quant à accepter également que par amour, on puisse aussi partager le lit d'une femme? Eh bien, le monde change, les choses avec, mais ça ne laisse aucunement la place à l'homme de faire ce que je suis en train de voir là, parce qu'à un moment donné, c'est comme une abomination. Parce que là, il faut le dire, un homme ne peut pas se permettre d'avoir une femme avec un autre homme. Non. Le cas inverse, oui. Le cas inverse, oui. C'est-à-dire, vous partagez le même lit conjugal, c'est-à-dire un homme à gauche, un autre homme à droite et la femme au milieu. Et elle tient des enfants, on dirait qu'elle on s'interrogeait avec ces deux messieurs. C'est compliqué. Déjà, quand on regarde la photo, seulement l'image, on peut essayer d'analyser, on comprend dans quelle, excusez-moi, pas la misère, mais la pauvreté dans laquelle la famille vit. Oui, d'accord. Précarité. Précarité même, parce que là, on parle de deux hommes. Qu'est-ce qu'ils font? Point d'interrogation. Mais le cas inverse, oui, c'est-à-dire qu'un homme peut s'affirmer avec plusieurs femmes, déjà que c'est légal en Afrique, mais pas une femme. Mais la polyandrie en Afrique, ça n'existe pas. Oui, effectivement. Peut-être dans d'autres pays, parce que quand même, dans d'autres pays, je crois, asiatiques, où il y a quand même... cette affaire existe quand même, où la polyandrie existe, mais pas quand même en Afrique. Ça, ce serait un peu comme une abomination, quand même, disons les choses telles qu'elles sont. Ces hommes ont jugé qu'il n'y a pas de problème à ce qu'ils soient avec... Étant donné même que le pourcentage d'hommes est tellement bas, mais on a encore cette faculté-là, c'est-à-dire, on a encore cette à un moment donné, on se pose des questions, où va le monde? Parce que là, je crois que à avoir simplement la photo, je suis sûr que je vous regarde les images du reportage qui a été fait. Et avec les témoignages, qui rendent assez sérieux quand même le reportage, parce qu'il y a le témoignage de ces hommes qui disent partager le même lit avec cette femme. Et comme quoi ils sont tous jeunes, hein. Ok, elle a deux enfants. Je suppose que le premier c'est pour le monsieur de gauche et l'autre c'est pour le second, monsieur de droite. Voilà, merci Kouetchou pour cette magnifique découverte dans le cadre de l'image de ce jour. Peut-être pour sortir de ce débat, notamment les 46 soldats ivoiriens toujours en détention à Bamako, Laurent Gbagbo, voilà, qui interpelle le colonel Assimi Goïta a fait preuve de fraternité d'armes. Tout à l'heure, le monsieur Numbisi Wafo a affirmé qu'il ne pense pas qu'Assimi Goïta soit réceptif à cette interpellation de Laurent Gbagbo, qu'il serait préférable que Laurent Gbagbo fasse le déplacement, essaye de rencontrer Assimi Goïta, parler de, voilà, face to face, comme on dit souvent, et pour avoir plus de crédibilité concernant cette histoire, cette affaire des 46 soldats ivoiriens. Oui, c'est vrai que les paroles s'en vont, les écritures restent. C'est vrai aussi que ça aurait été beaucoup plus favorable si le président ivoirien se serait déplacé. Mais maintenant, on a quand même les propos de l'ancien président, on a les propos d'un panafricaniste, on a les propos de celui-là quand même, de ce président qui a été crédible, au vu et au su de tous les Ivoiriens et les Africains. Donc, je pense quand même que M. Numbisi a relevé quelque chose tout à l'heure. Il a dit ce n'est que l'ex-président qui s'est permis de parler, de l'interpeller. Ça veut dire qu'il est citoyen comme les autres. Mais il y a quand même, à un moment donné, la conscience qui devrait quand même nous rattraper. Si déjà celui que j'ai battu lors des élections, encore qu'il faut d'abord parler de comment est-ce que je l'ai battu, des élections présidentielles, a le courage et la volonté de pouvoir demander au président Goïta de pouvoir apaiser la situation,
Pourquoi moi, en tant que président de la République, je ne serais pas, c'est-à-dire que je ne me serais pas déplacé pour aller rencontrer mon homologue. Donc, autant de choses. Je me dis aujourd'hui que, j'insiste là-dessus, que le Mali n'a pas le temps d'aller à la Côte d'Ivoire ou aller discuter avec les Ivoiriens ou alors aller discuter avec le gouvernement ivoirien. C'est vrai, à un moment donné, la Côte d'Ivoire a voulu faire le chantage au Mali en leur coupant l'électricité, parce que vous savez que c'est le Mali qui ravitaille à un moment donné, je vais dire la Côte d'Ivoire qui ravitaille le Mali en source d'énergie, c'est-à-dire de l'électricité. Bon, mais maintenant... Des formes de chantage. Oui, puisqu'à un moment donné, ils ont voulu faire un chantage. Mais on a compris tous que non. En fait, la Côte d'Ivoire, elle est en train de se mêler les pédales. Parce qu'à un moment donné, ça sera un problème, c'est un problème diplomatique. Oui, mais il faut ajouter quand même, cohabiter quand vous dites un citoyen comme un autre, oui et non également, j'ai envie de dire, parce que M. Nobissi Wafo le relevait d'ailleurs, en sa qualité d'ancien président, il a une approche quand même un peu basée sur l'expérience des questions diplomatiques de la sous-région. Effectivement. J'ai voulu dire Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, et que de cette sortie, forcément, il y a un peu de l'ancien président qui parle, et qui s'adresse à son bon, pas homologue, mais à celui qui est à la tête du pays, que de dire, je connais comment ça se passe un peu en Afrique de l'Ouest, et aujourd'hui, on a un frère ami qui ne demande qu'à te voir là-bas. C'est clair. Essaye de faire un tour, vous discutez autour de ce qu'au Cameroun on appelle le matango, le vin de palme. Voilà. Peut-être même autour de et on enterre la hache de guerre. Autour du mouton, autour d'un bon sandwich de mouton, je sais pas trop quoi, et puis ils discutent. En fait, ce sont des frères. Mais qu'à cela à rester chez soi et à dire je m'en fous, je m'en tape. Mais à un moment donné, ça va vous rattraper parce que les élections sont prévues en 2025. Voilà, j'espère que là où il est assis à la présidentielle ou alors à la présidence, d'ailleurs c'est un fauteuil que tout le monde doit passer par là. Effectivement, comme habité, on prie Dieu que le colonel Assimi Goïta soit réceptif face à cette interpellation de Laurent Gbagbo, et c'est sur ces arguments que nous mettons un terme à cette édition de votre émission Rémi l'actu de ce 19 octobre 2022. Merci d'avoir été des nôtres, merci d'avoir été nombreux, d'avoir participé sur notre page Facebook For You Media Africa. On n'aura pas le temps de lire les messages, mais demain, nous lirons vos messages. Passez une excellente journée. Restez en compagnie de nos programmes.